Merci Didier et bienvenue à tous en présentiel et en distanciel. Pour les personnes en distanciel, on vous demande de renommer votre fenêtre avec votre nom et entreprise. Ça va nous aider pour les questions. Voilà, moi je suis chef de marché chez G100 France. C'est quoi un chef de marché chez G100? C'est une personne qui est le point de relais entre les différents parties prenantes de la filière. Donc, dans mon cas, les filières vins et spiritueux, les fédérations, les opérateurs et les offreurs de solutions pour comprendre les besoins qui peuvent venir d'une réglementation ou des besoins business et les aider à déployer les standards G100. Donc, je suis très contente de ce rôle et de commencer cette journée par notre première table ronde sur l'opportunité inédite portée par la filière vin, mais aussi par la filière des spiritueux. Donc, j'invite notre première 5 intervenants. On a créé une table par ronde, une table à elle. Pardon, ben vous voyez, j'ai trop envie de commencer, mais on commence peut-être par vous expliquer le programme. Donc, première table ronde. Après, on aura une pause et la possibilité de visiter nos stands de G100 partenaires. On aura une deuxième table ronde. Là, on va vous présenter les travaux de la communauté de déploiement et ainsi avoir vraiment des premiers cas d'usage sur l'implémentation de QR code remonté G100. On vous présentera avec mon collègue Lionel de service delivery et fériel qu'est-ce qu'on est en train de faire chez G100 France pour accompagner les opérateurs à se conformer à la nouvelle réglementation. Le temps de la mise en œuvre, 4 speeches des G100 partenaires avec des clients pour présenter leur avancement sur la mise en œuvre avec le QR code augmenté. Et nous allons finir la journée avec 2 keynote speech importé par Moet NC, donc un exemple un groupe qui inclut les vins et les spiritueux et finalement Carrefour avec leur marque MDD Maison Johannes Boubet. Et on va finir la journée avec une dégustation et un cocktail. Donc je pense qu'on peut commencer les travaux et les discussions. Donc je demande à Anne. Anne, je prends donc cette occasion pour vous présenter quelqu'un. Donc Anne, c'est la directrice adjointe de la coopération agricole. Anaïs Usbanas, vous mettez où vous voulez. Et donc qui représente elle a 2 casquettes. Elle représente la CNAOC. Elle est aussi responsable juridique pour le syndicat des Côtes de Provence. Après Thomas Goutier, le directeur général de la Fédération française des spiritueux. Benjamin Nardo, responsable du pôle boissons alcoolisées de la DGCRF, et Nicolas Zanam, directeur général de l'Union UM20. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de clarifier les derniers éléments de la réglementation. Benjamin Portant. Alors, et avant de commencer dans la table ronde, les règles du jeu. Alors, nous n'allons pas prendre des questions. Nous avons recueilli en avance toutes les questions à travers nos groupes de standardisation, nos groupes de travail, et on les a soumis aux participants. Donc, dans leur intervention, ils vont essayer de répondre, si possible, aux points soulevés. Pour toutes les autres personnes qui souhaitent faire des questions, posez-vous par chat, on va recueillir ces questions et on va vous apporter des réponses. Donc, vous connaissez votre timing. Je vais lancer le chronomètre et j'ai quelqu'un qui va suivre le timing. Donc, on commence par vous, Anne. Donc, par vous, Anne, pouvez-vous nous donner un aperçu de comment on est arrivé à aujourd'hui, le 8 décembre 2023, ça commence l'obligation pour le vin d'afficher une liste d'ingrédients et des valeurs nutritionnelles. Quelles étaient les motivations et comment vous êtes mobilité pour mettre, voilà, vous, les professionnels, pour arriver à là.
C'est bon. Bonjour à tous. Alors, le sujet, c'est que, vous le savez, les vins sont exemptés d'un étiquetage nutritionnel, calories, ingrédients, et c'est une exemption qui datait déjà d'assez longtemps. En 2017-2018, du côté de la Commission européenne, la DG Santé, qui avait déjà eu quelques velléités, s'est dit que ça serait quand même bien que le vin rejoigne la grande famille de l'agroalimentaire et donc étiquette ses ingrédients, les calories, donc dans une perspective d'être beaucoup plus transparent vis-à-vis des consommateurs. Donc on a commencé à avoir des échanges à cette époque-là avec la DG Santé qui avait une position assez ferme en disant on va vous raccrocher au règlement étiquetage classique de l'ensemble de l'alimentation. Et ça a créé un peu de remous dans la filière, parce que d'abord, une première inquiétude, c'est la charge de travail, le changement, voilà, l'inquiétude sur le changement. Et puis, beaucoup d'inquiétudes dans notre filière également sur le fait qu'on avait du mal à percevoir comment on pourrait étiqueter le vin, qui est un produit qui est vivant, qui évolue dans le temps. Enfin bon, beaucoup d'interrogations dans notre filière. Beaucoup de complexité, en tout cas aperçue initialement sur les toutes petites structures. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de vins, des vins différents et des compositions différentes. On avait beaucoup de mal à imaginer comment on arriverait à faire le travail. Et puis l'export. Le vin, ça s'exporte beaucoup. La question des langues, la question de l'étiquetage dans différentes langues, tout ça, ça nous a beaucoup perturbés. Donc on s'est quand même mobilisé très très vite en disant, avec un discours qui était assez simple, en disant on n'est pas du tout contre la transparence, on n'est pas du tout opposé à un travail sur l'étiquetage, mais au fond, il faut qu'il soit le plus simple possible. Et ça nous a amené assez rapidement à nous dire, pour faire quelque chose d'opérationnel, alors on était en 2018, le Covid n'était pas passé par là, il faut qu'on dématérialise. Il faut qu'on ait une étiquette dématérialisée. Alors, peut-être pas tout, mais au moins la plus grosse partie. Il faut la dématérialiser parce que ça nous donne de la souplesse sur les langues, sur la capacité à réagir dans l'instant. Et puis ça nous a fait réfléchir, travailler, ce qui nous a conduit à proposer et à pousser assez fort. La filière vin était assez unie, mais on n'avait pas un enthousiasme total de l'ensemble des administrations européennes pour garder ces éléments-là dans l'OCM 20, donc dans le règlement qui définit les règles qui sont liées à la viticulture. Donc on n'est pas, en tout cas pour l'instant, raccroché à un règlement transversal à l'alimentation. Donc ça, c'était important pour nous, parce que c'était un endroit, un lieu où on avait quand même encore une manière de parler, un poids suffisant pour pouvoir être présent. Et la deuxième chose, c'est qu'on a poussé extrêmement fort, tous ensemble, la dématérialisation. Pour nous, ça a été après réflexion, on s'est dit, on doit être précurseur de quelque chose qui existe peu ou pas. Et demain, l'étiquette dématérialisée, enfin l'information dématérialisée, pas l'étiquette, l'information dématérialisée sur un certain nombre d'informations, notamment réglementaires, ça peut être une solution parce qu'on va nous demander de plus en plus de choses et que c'est important qu'on soit préparé à ça. Donc on a conscience qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'étiquetage dématérialisé dans l'univers alimentaire, qu'on nous oppose que les consommateurs n'ont pas l'habitude. Mais d'abord, ils ont changé d'habitude ces dernières années, donc on voit bien que ça peut bouger. Et d'autre part, si on veut être précurseur, il faut commencer un jour. Voilà où on en est. Donc on est pris entre deux feux aujourd'hui. Notre volonté très forte, filière, d'y aller et que ça marche. Et puis, la réalité pour les opérateurs, c'est qu'il faut quand même que ce soit faisable, simple, opérationnel. Et là, il faut qu'il y ait des solutions, qu'on réponde à nos questions techniques. Mais là, c'est le lot de tout changement. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Et donc, Thomas, là, on a mis ensemble les vins et les spiritueux, mais comme ça a été déjà mentionné quelques fois, ça sort un peu. Pouvez-vous nous expliquer la particularité des spiritueux, les engagements, expliquer un peu comment c'est les spécificités aussi de cette filière vin, ça vous regarde aussi. Merci Barbara. Alors effectivement, le secteur des spiritueux n'est pas exactement au même stade
est dans la même situation que la filière des vins. On a énormément de points communs, des spécificités aussi. Alors, juste pour recadrer un petit peu notre secteur, notre univers en quelques éléments, on utilise 4 millions de tonnes de matières premières agricoles. On représente environ 150 000 emplois soutenus par notre activité et un produit intérieur brut aussi induit de l'ordre de 17 milliards. On est grand exportateur, comme le vin, 50% de notre production, c'est à peu près 700 millions de litres, 750 millions de litres, bon an, mal an. Pas assez, d'accord. Là, c'est mieux comme ça ? Ok. Donc environ 50% de la production qui est exportée, le deuxième solde de la balance commerciale avec le vin pour environ 16 milliards d'euros. Et ce volume, ça représente environ 1 milliard de bouteilles, de flacons en verre. Donc évidemment, le sujet de l'étiquetage est très important pour nous. Donc on n'est pas exactement au même stade que la filière des vins sur cette question de l'information du consommateur. Notre cadre réglementaire reste aujourd'hui INCO, le règlement 1169-2011. On est exonéré, voilà, simplement aujourd'hui, de donner cette information aux consommateurs sur l'étiquetage nutritionnel et la liste des ingrédients, contrairement au vin qui a ces nouvelles obligations depuis sa réforme de l'OCM unique, avec cette possibilité d'aller sur du digital. Donc ça, c'est le point, comme vient de dire Anne, fondamental pour nous. Néanmoins, on n'attend pas que la situation évolue toute seule. Notre secteur est un secteur responsable qui n'a pas de difficulté particulière non plus avec la transparence. On entend les demandes consommateurs d'informations précises de ce que contiennent nos produits. Donc on a proposé de signer un protocole d'accord avec la Commission européenne il y a déjà 3 ans de cela, pour proposer une information digitalisée de tout ce qui est rédigé avec des mots, pour l'exprimer de manière un peu simple. Et les chiffres, en l'occurrence l'information sur les calories, lui est donnée de façon volontaire sur les étiquetages. Donc l'information rédigée avec des mots, c'est cette liste des ingrédients, c'est l'étiquetage nutritionnel, mais c'est aussi des informations volontaires. Sur nos produits, c'est pas neutre, la notion de consommation responsable et de modalité de consommation, mais aussi toute une série d'informations environnementales, puisque les règles peuvent changer aussi en fonction des zones géographiques, des pays, voire des villes dans lesquelles on est. Donc un outil très pratique. C'est aussi issu d'une étude qu'on a fait, une étude consommateur avec Apigno, qui nous montre qu'environ 90% des gens en Europe sont très à l'aise avec le fait de scanner des QR codes et donc d'utiliser une information, un étiquetage digitalisé. En un peu moins de 3 ans, on a eu quelques résultats. On a les 2/3 des volumes qui sont mis sur le marché en Europe qui contiennent cette information sur l'énergie, et aussi un déploiement très rapide. On a près d'une centaine de gros opérateurs aujourd'hui qui déploient aussi en digital sur différents systèmes ces informations consommateurs. Alors on est dans une situation qui est un petit peu à la croisée des chemins, un peu complexe. L'arrivée aussi du vin en masse sur cette notion évidemment de e-label. La nécessité d'avoir des plateformes qui soient à peu près toutes opérationnelles, et puis un interfaçage avec GSA qui se fait bien pour que l'information transite sur l'ensemble de la filière. Pour terminer, aujourd'hui, nous, on envisage la révision du règlement INCO. Évidemment, on aura certainement des nouvelles obligations. Il n'y a pas de raison qu'on soit traité différemment de nos camarades du vin. On veut être en cohérence avec le vin. On pense que c'est un précédent qui est important et qui est utile pour l'ensemble de nos secteurs des boissons alcoolisées. On pousse le digital parce que c'est certainement, de notre point de vue, un plus, comme cette enquête nous le montre, pour le consommateur, avec plus d'informations, une information mieux mise à jour. Un spiritueux, ça ne se consomme pas en une prise, ça se consomme en plusieurs mois, voire davantage. Donc parfois, la réglementation évolue plus vite que la consommation des spiritueux. Et puis, ça permet de synchroniser aussi l'information au lieu où on est, les informations, les réglementations locales, les règles de recyclage local, comme en Italie, où on a mis en place ce système et ça fonctionne très bien. C'est une vraie aide supplémentaire. Et pour les entreprises, une mise à jour plus souple. Et la notion de langue, si on peut éviter d'avoir 27 stocks d'étiquettes, évidemment, dans nos entrepôts, ce n'est pas inutile. Voilà pour le complément sur les spiritueux. Merci beaucoup. Merci à vous, Thomas, pour ces clarifications
tout le régime de réglementation des deux différentes filières. Et maintenant, je passe la parole à Benjamin. Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est quoi les derniers points qui ont été clarifiés par ces lignes directrices publiées la semaine dernière? Est-ce qu'il y a encore des points qui restent à clarifier? Voilà, on a reçu beaucoup de questions. Je vous ai partagé tout ça. Vous avez 10 minutes, un quart d'heure pour tout répondre. Pour essayer de balayer l'ensemble. Exactement, merci. Ça marche. Bonjour à tous. Comme vous le savez, en effet, les discussions européennes se sont accélérées un petit peu tardivement ces derniers mois et 3 textes ont été publiés depuis cet été. Il y a d'abord eu un correctif du règlement OCM qui a permis d'organiser la reprise des stocks des vins qui étaient déjà produits mais pas encore étiquetés. Il y a ensuite eu un règlement d'application qui a été publié durant le mois de juillet, qui précisait les règles concernant l'étiquetage des ingrédients. Je vous donne la référence, c'est le 2023/1606. Et puis il y a eu ce fameux question-réponse de la Commission européenne publié il y a 15 jours, qui a fait l'objet de très longs débats. C'est pour ça qu'il a été publié si tard, parce que notamment les États membres se sont mobilisés pour faire évoluer ces lignes directrices. Et donc ça, c'est la référence C/2023/1190. Alors, avant de développer quelques sujets réglementaires, je voulais faire un point sur la politique de contrôle de la DGCCRF pour la fin de l'année et également en 2024. Il est clair que pour nous, l'année 2024 va être une année de rodage pour la filière. C'est très clair. On sait qu'au vu de la publication tardive des différents textes, on sait que certains étiquetages ne seront pas conformes au moment de leur mise sur le marché. On le sait. On est également conscient que toutes les questions de la filière n'ont pas trouvé de réponse à ce jour. Et je vais essayer de répondre à quelques questions aujourd'hui, mais je pense que les choses vont se mettre aussi en place progressivement. On attendait certaines réponses de la Commission européenne qui n'ont pas toutes été données, faute de base juridique. Donc je pense que l'année 2024 servira aussi à discuter entre nous de comment on s'adapte à ces nouvelles règles. Et donc pour ces différentes raisons, la DGCCRF mènera en 2024 des contrôles qui seront bienveillants, des contrôles qui seront pédagogiques. Et on se donnera rendez-vous surtout en 2025 dans le cadre de la mise sur le marché du millésime 2024. Donc ça veut dire qu'en 2024, on vous laissera digérer la nouvelle réglementation, on vous laissera communiquer auprès de vos membres, auprès de l'ensemble de la filière. On vous laissera corriger vos étiquettes, vos sites internet. Et de notre côté, on essaiera évidemment de répondre à l'ensemble des questions qui seront posées. Il y en a encore quelques sujets aussi à évoquer directement avec la Commission européenne. Ceci étant dit, on a quand même une nouvelle réglementation à appliquer et il est sûr qu'il est dans votre intérêt de vous y conformer assez rapidement. En vue de l'export déjà, parce qu'on ne maîtrise pas pour l'instant la réaction des autorités de contrôle des autres États membres. Il y avait des approches assez divergentes au niveau européen. Également parce que c'est une réforme qui suscite de nombreuses attentes en matière de transparence de l'information pour les consommateurs. Et également parce qu'on sait que la filière sera scrutée, la filière vin sera scrutée, notamment dans l'optique de la révision du règlement sur l'information des consommateurs, qui débutera a priori d'ici 1 an ou 2, dans l'optique d'envisager le maintien de ce dispositif, mais on sait qu'il y a certains États membres qui ont des velléités de supprimer l'étiquetage dématérialisé pour les vins. Ce n'est pas le cas de la France, mais certains États membres le pensent en tout cas. Alors, je ne vais pas revenir aujourd'hui sur l'ensemble de la réglementation, parce que ce serait beaucoup trop long, mais on m'a donné pour mission de répondre à quelques questions précises, notamment sur les lignes directrices. Alors, ça concerne la présentation du QR code, ça concerne les types de vins et les millésimes concernés par les nouvelles obligations, ça concerne les valeurs nutritionnelles, l'export, les DAE, et également je ferai un point sur la vente en ligne. Alors, pour y répondre, j'ai bien sûr tenu compte de nouvelles lignes directrices de la Commission publiées il y a 15 jours. Et la DGCCRF a également dû se positionner sur certains sujets, faute de réponse au niveau européen. Alors, je vais anticiper tout de suite peut-être une question possible sur la valeur juridique des lignes directrices. En fait, c'est un document qui n'est pas juridiquement contraignant, ça veut dire que ça n'a pas la même valeur qu'un règlement européen.
Néanmoins, en cas de contentieux, le juge serait forcément amené à se fonder sur ce document-là pour trancher les litiges. Donc voilà, si j'ai un conseil quand même à vous donner, c'est de suivre ces lignes directrices. Si vous les suivez, ça vous apportera évidemment une sécurité juridique qui sera totale. Alors sur la présentation du QR code, alors ce qui est sûr, c'est que le QR code avec un i au milieu, comme cela avait été demandé par la filière, n'est pas autorisé. Le QR code doit être accompagné d'une mention qui renseigne clairement le consommateur sur son contenu. Une mention qui peut être information et déclaration, ingrédients et déclaration nutritionnelle, qui peut être aussi ingrédients et nutrition et avec les perluettes pour ne pas avoir à traduire cette mention en anglais, cette mention qui peut être aussi compréhensible dans d'autres langues. Alors, les lignes directrices ne sont pas extrêmement claires sur ce point. On a interrogé la commission pour savoir si le terme ingrédient tout seul peut suffire. On aura la réponse, je l'espère, prochainement. Sur les types de vins et les millésimes concernés par les nouvelles obligations. La règle de base, c'est que tous les vins produits avant aujourd'hui échappent aux nouvelles obligations réglementaires. Alors la commission a défini ce que voulait dire produit. Qu'est-ce que c'est un vin produit? Elle a donné 2 exemples sur les vins tranquilles et les vins mousseux. Pour les vins tranquilles, elle a évoqué la fin de la fermentation alcoolique, on peut le résumer comme ça. Pour les vins mousseux, la prise de mousse. Et puis nous, on peut élargir un petit peu cette interprétation en indiquant que pour les vins de liqueur, ça va être le mutage. Et pour les produits vinicoles aromatisés, ce sera l'assemblage des différents ingrédients. Il en résulte que pour les vins tranquilles et les vins de liqueur, vous êtes tranquille jusqu'au millésime 2024, puisque finalement les premiers vins qui seront obligatoirement étiquetés, ce sera les vins nouveaux qui seront mis sur le marché durant l'automne 2024. En revanche, pour les vins mousseux et les produits vinicoles aromatisés, issus du millésime 2023, là, ces produits sont concernés par la réforme. Alors, je mettrai quand même une réserve là-dessus. Mettons que vous produisiez le 15 décembre 2023 un vin mousseux, c'est-à-dire vous faites par exemple votre seconde fermentation en bouteille. Vous le ferez forcément à partir d'un vin de base issu du millésime 2023. Donc millésime en principe pour les vins de base, les vins tranquilles qui n'est pas concerné par la réforme. Donc dans ce cas, soit vous vous êtes organisé, vous disposez de la liste des ingrédients, et dans ce cas-là, mieux vaut évidemment l'indiquer. Ce sera quand même, ça vous évite certaines difficultés potentielles à l'export. Soit votre fournisseur ne vous a pas fourni la liste des ingrédients, et là, nous, DGCCRF, on admet tout à fait que la liste des ingrédients ne figure pas sur ces produits-là. Alors il y a également un autre cas un petit peu particulier, c'est le cas des assemblages. Mettons que je produise fin 2024 un vin tranquille issu d'un assemblage des millésimes 2023, donc non concerné par la réforme, et 2024, concerné par la réforme. Là, on admet tout à fait que l'étiquetage de la liste des ingrédients se fasse sur la base de la fraction 2024. Sur les valeurs nutritionnelles. Alors, la réglementation donne la possibilité de se baser sur des valeurs moyennes issues des analyses d'une cuvée en particulier ou sur des valeurs moyennes communément admises. Et donc on a travaillé ces derniers mois avec la filière, avec nos laboratoires, pour vous proposer un tableau de valeurs nutritionnelles moyennes qui sera utilisable pour chaque type de catégorie de produits vitivinicoles, en fonction de sa sucrosité, en fonction également de son titre alcoométrique. Donc, si je prends un exemple, vous produisez un vin mousseux brut. Brut, c'est entre 6 et 12 grammes par litre de sucre. On prend comme TAV un TAV moyen de 13,5, compris entre 12 et 15. Ça nous donne une valeur moyenne de 82 kilocalories pour 100 millilitres. Voilà. Ça, c'est répétable pour l'ensemble des catégories de produits vitivinicoles. Concernant l'indication de la quantité de nutriments, on sait que c'est en moyenne c'est 0 pour le sel, les protéines et les matières grasses.
Et pour calculer les glucides, donc les glucides c'est les sucres plus le glycérol essentiellement. Là on pourra prendre comme valeur moyenne 7 grammes par litre pour le glycérol, qui est communément admis, et on rajoutera la teneur en sucre moyenne. Donc dans notre exemple des vins mousseux, c'est entre 6 et 12, donc c'est 9. Voilà. Donc, ce qui vous permettra de remplir facilement cette obligation réglementaire. Et évidemment, ce document sera diffusé auprès de la filière dans les prochains jours. Sur les documents d'accompagnement électronique, les DAE doivent en principe préciser les mentions obligatoires. Donc il y en a un certain nombre, titre alcoométrique, volume, etc. Évidemment, parmi les nouvelles mentions obligatoires figure la liste des ingrédients, la déclaration nutritionnelle. C'est beaucoup moins facile à indiquer qu'un titre alcoométrique. Ça, on en est bien conscient. Donc la douane, on a travaillé avec la douane, puis la douane cherche une solution actuellement pour essayer de faire en sorte que les choses soient les plus simples pour la filière. Alors ça passera très probablement par une indication. Alors pour ceux qui connaissent, c'est en case 17P. Pour les vins en bouteille, ce serait le numéro de l'eau qui serait indiqué. Pour les vins en vrac, ce serait la référence au bon de livraison ou au contrat d'enregistrement. Et ça permettrait, ces données-là permettraient éventuellement aux autorités de contrôle des différents États membres de demander des renseignements aux autorités de contrôle du pays producteur. Alors je ne vais pas m'engager parce que je ne suis pas de la Direction générale des douanes, mais en tout cas la douane y travaille et je pense que vous aurez des nouvelles assez rapidement sur ce sujet. Alors, les choses de toute façon se mettront en place, et on en est bien conscient, on en est désolé, mais les choses se mettront en place, je pense, au fur et à mesure pour certains sujets tout au long de l'année 2024. Alors sur l'export, je sais que je suis attendu sur ce sujet. La réglementation européenne donne le droit aux États membres de déroger à la réglementation européenne uniquement si la réglementation du pays tiers diverge de la réglementation européenne. Donc c'est du cas par cas en principe. Alors on essaie de travailler au fait d'accorder à la filière une dérogation générale pour l'export hors Union européenne, ce qui serait évidemment beaucoup plus simple pour les opérateurs, mais également plus simple, on ne va pas se le cacher, pour nos enquêteurs. Parce qu'on ne connaît pas, quand on va contrôler un vin dans un chai, on ne connaît pas la réglementation de tel pays d'Afrique ou d'Asie. Alors, je ne vais pas m'engager aujourd'hui à ce que nous y parvenions, mais en tout cas, le sujet est sur la table. On en discute en interne. On porte également le sujet auprès de la Commission européenne. On aimerait obtenir une révision de la réglementation sur ce point, pour vous accorder évidemment la sécurité juridique. Alors, ce que je peux vous dire quand même aujourd'hui, c'est que le contrôle des vins, des étiquetages des vins qui sont exportés hors Union européenne sur cette thématique de la liste des ingrédients de la déclaration nutritionnelle, on ne va pas se le cacher, ça ne figure pas parmi les priorités de contrôle de la DGCCRF. Voilà. C'est le message que je voulais passer. Sur la vente en ligne, c'est le dernier point que je voulais évoquer. Je pense que je suis encore dans le timing, à peu près. Oui, très bien. Il faut distinguer deux choses pour la vente en ligne. Il faut distinguer les sites de vente en ligne. Donc le consommateur fait la démarche d'aller sur un site de vente en ligne pour acheter un produit. Et il faut distinguer cette voie possible du consommateur qui est dans un rayon et qui scanne un vin et qui là va tomber sur une page internet. Alors, si le consommateur se rend sur un site de vente en ligne, il devra avoir accès à la liste des ingrédients et à la déclaration nutritionnelle, de la même manière qu'il a accès aux autres mentions obligatoires actuellement, type le titre alcoométrique, le volume, et puis éventuellement certaines mentions facultatives, la mention du château, etc. En revanche, si le consommateur scanne un QR code, je parle de QR code à chaque fois, mais voilà, il n'y a pas forcément uniquement des QR codes, il y a aussi des puces NFC, la commission n'impose pas un type de système. Si le consommateur scanne ce QR code, alors, la commission nous dit qu'il ne doit pas trouver d'informations commerciales. C'est-à-dire que la commission précise certaines choses. Le consommateur doit tomber directement sur la liste des ingrédients et sur la déclaration nutritionnelle du produit qu'il achète. Voilà, ça doit être
Ça doit apparaître immédiatement, et la Commission dit comme si le consommateur avait en face de lui l'étiquette du produit. Et ce consommateur, il doit tomber sur une page neutre qui ne contient pas d'information commerciale. Alors, la notion d'information commerciale a fait beaucoup de débats au niveau européen. La France n'avait pas forcément au départ la même position que la Commission européenne sur ce sujet. Donc la Commission nous dit tout d'abord que l'information ne doit pas être hébergée sur le site d'un opérateur. Elle nous dit également qu'il ne doit pas y avoir de lien vers un site marchand. Ça va être le cas par exemple des offreurs de solutions. Donc pas de lien vers un site marchand. Pas de lien non plus vers le site de l'opérateur. On est sur une étiquette neutre. Alors, en revanche, il n'est pas interdit de rajouter certaines mentions qui figurent déjà sur l'étiquetage, des mentions obligatoires, des mentions facultatives, à condition évidemment que ce qui apparaisse en premier, ce soit la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, et je crois que j'ai à peu près terminé. Merci beaucoup, Benjamin. Pour ces éléments, effectivement, d'un mon point de vue, on a recouvert toutes les questions que d'un côté j'ai pu capter à travers de nos adhérents et participants aussi à nos groupes de travail. Et ces clarifications, ça va aider pour continuer dans la mise en conformité réglementaire. Je passe la parole à Naïs, qu'elle vient ici sur deux différentes casquettes, donc la CNAOC, mais aussi elle représente aussi le syndicat d'Éco de Provence. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner, parce que voilà, la réglementation, elle est très exigeante, il faut constituer cette information produit. Donc, c'est quoi les réponses concrètes, opérationnelles aux différentes problématiques que vous pouvez rencontrer? Et aussi, voilà, est-ce que en province, quelles sont les discussions pour éventuellement passer un peu plus au-delà et penser à d'autres cas d'usage avec cette digitalisation des informations? Oui, mais mettez-le. Alors, il faut l'allumer et vraiment, oui, voilà, c'est plus facile. Merci Barbara. Je vais déjà parler sous la casquette CNAOC. Déjà par rapport à cette nouvelle réglementation, aujourd'hui c'est un défi qui se joue au sein des instances nationales et européennes bien sûr, mais qui fonctionnera uniquement si les producteurs, nos producteurs, connaissent et s'emparent du sujet. Donc c'est extrêmement important. Il a fallu près de 10 années pour la filière pour obtenir cette dérogation par la dématérialisation. Et le secteur vin est le premier à bénéficier de ce process. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, il faut que l'on s'empare de ce sujet et de cette dématérialisation. Je souhaitais noter également que c'était une sacrée victoire d'avoir cette dématérialisation. Et aujourd'hui, pour continuer à bénéficier de cette dérogation, nous devons être irréprochables. L'ensemble de la filière doit l'être. Donc, j'insiste, il faut vraiment que l'on s'empare de ce sujet. C'est un défi collectif et qui doit être porté par toutes nos structures collectives. Au niveau donc, du vignoble des vins de Provence, des Côtes de Provence, vous me demandiez donc, si je pouvais partager des exemples concrets des réponses opérationnelles aux problématiques pour la mise en pratique de cette réglementation. Alors il faut voir que ça fait pas mal de temps finalement que l'on s'empare du sujet. On a choisi donc de suivre les discussions institutionnelles dès le départ, hein, notamment via la CNAOC, pour retranscrire au mieux les évolutions réglementaires, pour impliquer nos opérateurs sur l'importance de s'emparer de ce sujet, ce qui était très important. Nous souhaitons en fait que nos opérateurs soient acteurs dans la démarche, qu'ils ne subissent pas cette nouvelle réglementation qui est quand même extrêmement contraignante, mais si on le prend en amont, on peut réussir à relever ce défi. Et nous avons souhaité agir ensemble pour définir les opportunités et les perspectives à venir. Parce que l'on parle de dématérialisation, ça va dans le sens de l'histoire, de l'étiquetage. C'est important aujourd'hui de s'emparer de ce sujet pour pouvoir proposer d'autres choses par la suite, voire plus loin, d'aller dans le futur. Donc comment nous avons réussi à ce que nos opérateurs aujourd'hui s'emparent du sujet? C'est par le biais déjà d'organisation de réunions d'information dans le vignoble,
Nous avons transmis plusieurs messages, déjà à dimension réglementaire, puisque c'est le sujet principal, mais également à dimension technique, et toujours en faisant passer le message qu'il y a des potentiels pour des fournisseurs de solutions, également qu'il y a des potentiels de développement pour autre chose, au-delà de cette réglementation ingrédients et déclaration nutritionnelle. Donc, nous avons fait le choix dans l'ensemble des réunions que nous avons faites dans le vignoble d'apporter une dimension technique via l'intervention donc, de laboratoires, notamment de l'ICV, l'Institut coopératif du vin, en élaborant notamment des listes des ingrédients types pour nos vins, par exemple Côte de Provence, au rouge, rosé, blanc. L'idée, c'était de, pourquoi pas, travailler justement sur des valeurs, ce qui est déjà fait au national, sur des valeurs que l'on pourrait proposer à nos opérateurs Côte de Provence pour leurs propres produits. Également, sur le marché, on voit qu'il y a énormément de prestataires qui proposent en fait donc, ce QR code, cette dématérialisation, afin que nos producteurs ne soient pas noyés sous l'offre. Souvent, quand un marché fonctionne, il y a aussi un risque également qu'il y ait de l'opportunisme. Et ça, nous ne souhaitions pas que nos opérateurs soient confrontés à cela. Donc, nous avons fait une sorte de benchmark avec la rencontre de nombreux prestataires qui se présentaient dans le vignoble. Et nous avons essayé de comprendre leur démarche et de voir quelles étaient les solutions qu'ils apportaient à nos producteurs en fonction des caractéristiques de notre vignoble. C'est-à-dire que nous avons vérifié la taille des structures prestataires, leur connaissance de notre territoire, s'ils connaissaient nos enjeux également, et si bien sûr leurs prestations pouvaient s'ouvrir à de nouveaux outils. Il y avait également un indice de confiance assez fort. Donc ces prestataires, il n'y a pas forcément de partenariat particulier, mais par contre, il y a des recommandations, c'est-à-dire que nos producteurs qui auraient des questions, qui souhaiteraient travailler, qui sont démarchés par certains prestataires, effectivement, ils n'hésitent pas aujourd'hui à rencontrer notre fédération, notre syndicat, pour savoir si effectivement l'indice de confiance est là. Donc en fait, aujourd'hui, notre syndicat devient un support pour une veille réglementaire également pour ces fournisseurs d'accès qui, des fois, n'ont pas de services juridiques réglementaires, qui n'ont pas ce suivi. Donc l'idée, c'est que nous, on relaie l'information auprès de ces services, des prestataires, pour justement nous assurer qu'il y a une conformité à la réglementation. Au-delà de ces réunions dans le vignoble, de ces benchmarks, nous éditons également, donc nous allons éditer bientôt un guide réglementaire. Nous l'attendons pour le mois de février, puisque nous attendions les lignes directrices et également l'interprétation nationale par rapport à cela. Donc celui-ci sera diffusé extrêmement largement. Nous avons également un journal professionnel qui est édité trimestriellement, qui a repris les questions-réponses également qui avaient été faites à la Commission européenne. L'idée, c'est de vulgariser un maximum les informations pour que nos producteurs comprennent, mais bien sûr, toujours en restant dans le juste. Nous vulgarisons l'information, mais par contre, auprès des prestataires de QR code, nous allons vraiment dans quelque chose d'extrêmement plus précis pour nous assurer qu'il y ait une conformité irréprochable. Et enfin, nous communiquons très largement dans le cadre de nos news juridiques qui sont éditées donc, tous les mois auprès de nos producteurs qui se sentent concernés, qui généralement nous avons quand même une dizaine de questions par mois qui reviennent, qui nous appellent, qui souhaitent avoir plus d'informations et qui s'intéressent en fait aux discussions au niveau de la Commission européenne. Ils se sont vraiment emparés du sujet aujourd'hui, donc c'est une vraie satisfaction. Depuis plus d'un an, nous travaillons dessus, nous les sensibilisons et il y a une vraie démarche qui vient également du vignoble. Donc, aujourd'hui, comment la région aborde la dématérialisation? Quelles sont les discussions en cours pour développer d'autres cas d'usage? L'idée, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, les opérateurs doivent faire face à de nombreux enjeux. La vigne avec le changement climatique, la volonté d'une culture toujours plus vertueuse, la gestion administrative de l'exploitation, l'approvisionnement de matières sèches qui a posé des difficultés ces derniers temps, la fiscalité,
le marché, il y a des enjeux par tous les bords. En fait, nos opérateurs sont vraiment submergés par tous ces enjeux. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on leur facilite en fait la tâche de cette dématérialisation. En tant qu'organisme professionnel, notre rôle aujourd'hui, c'est d'être une ressource support, de nous saisir de ces opportunités réglementaires pour ne pas subir la réglementation et de leur proposer de nouvelles prestations. Donc aujourd'hui, nous sommes convaincus de l'avenir de la dématérialisation qu'il va falloir aborder par anticipation et pédagogie, ce que nous faisons déjà. Ça va dans le sens de l'histoire, comme je vous le disais, mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour évoquer avec vous les projets qui s'adapteront aux exigences réglementaires. Mais nous avons pas mal d'éléments. Nous souhaitons bien sûr renforcer la marque Provence, par exemple. Donc l'idée de l'utiliser en tant qu'outil marketing, ça va être compliqué avec aujourd'hui les lignes directrices de la commission. Mais on essaye, on y travaille en tout cas pour trouver des options possibles pour nos opérateurs. Voilà. Ben. Merci Anaïs pour cette intéressante prospective plutôt locale, comme vous êtes en train d'influencer, comme vous organisez pour aider tous vos opérateurs à se conformer à cette nouvelle réglementation. On l'a dit au début et voilà, c'est un sujet qui inclut différentes parties prenantes, donc c'est important d'en parler, de le comprendre, mais c'est aussi un défi collectif et on a décidé de nommer cette table ronde une opportunité effectivement inédite. Donc, je passe la parole à Nicolas aussi pour conclure cette table ronde. Comment vous pensez à niveau national, on peut surmonter ces difficultés et transformer toutes ces difficultés qu'on l'a vu et vous le savez mieux que moi par vos ressortissants et prendre cette mise en conformité qui n'est pas facile et la transformer en vraie opportunité et la filière vin vraiment devenir pionnier dans la dématérialisation des informations réglementaires. Merci Barbara. Décidément, je crois qu'on aura tous lutté avec le micro. Il n'y a pas de quick response micro. Je pense que ça a été largement dit par tous les précédents orateurs. L'enjeu aujourd'hui, c'est la mobilisation. Alors, je ne dirais pas seulement aujourd'hui, parce que finalement, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, ça fait maintenant plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, que tous les acteurs se mobilisent autour de ce sujet. Et pourquoi est-ce qu'il est central ? Parce que finalement, le secteur du vin est le premier à utiliser un support dématérialisé pour fournir aux consommateurs des informations qui, ailleurs, sont fournies sur l'étiquette. Alors, c'est vrai que ça s'est traduit pour la première fois dans un règlement spécifique vin. Il faut quand même se rappeler que dans la réglementation horizontale, la possibilité de la dématérialisation figure déjà, mais qu'elle n'a pas été mise en œuvre. Donc on a là une première véritablement portée par le secteur du vin, qui est de donner cette information via toutes sortes de supports électroniques aux consommateurs. En cela, c'est vraiment quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire, est-ce que c'est nouveau en soi ? Finalement, on est de plus en plus confronté dans tout un tas de côtés de notre vie quotidienne à la dématérialisation. Un aspect un petit peu douloureux, mais nos déclarations d'impôts se font toutes maintenant de manière dématérialisée. Les billets de train, d'avion se font de manière dématérialisée. Donc on voit bien qu'on est rentré dans un système qui est le sens de l'histoire et que de tout mettre physiquement sur les contenants, ça n'est plus vraiment la réalité de demain. Et donc cette réglementation, elle nous fait rentrer de plein pied dans les 80 ans qui restent du XXIe siècle, plutôt que de revenir dans les siècles qui ont précédé. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là quelque chose de tout à fait nouveau. Mais cette nouveauté, elle pose 3 enjeux. Le premier, c'est de le faire perdurer. Et c'est là, ça a été dit par les précédents orateurs, qu'il y a un vrai enjeu de filière, c'est-à-dire que même si le système n'est pas parfait,
même s'il y a encore des zones d'ombre, des choses qu'il faudra améliorer, il est absolument impératif que tous ensemble, on s'en empare, parce qu'on est sous le regard, entre guillemets, du législateur européen. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a un certain nombre de détracteurs vis-à-vis de ce système qui considèrent que tant qu'on n'écrit pas les choses à 1 millimètre 2 sur une étiquette, c'est pas bon pour le consommateur. Donc on a vraiment tous ensemble à faire la démonstration de l'efficacité de ce système. Et donc, encore une fois, on l'a répété dans toutes nos réunions préparatoires à droite et à gauche. On a vu beaucoup d'entreprises. Vous êtes nombreux ici, je sais que vous êtes encore plus nombreux en ligne. C'est votre défi que de vous emparer de ce sujet et de le rendre pérenne. Si on ne le fait pas, on va louper le coche. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que il y avait un commissaire à la normalisation il y a quelques années qui disait « Celui qui crée la norme, c'est celui qui crée la compétitivité ». On a une opportunité unique, une fois n'est pas coutume, de créer la norme et de créer un standard qui peut faciliter considérablement le succès commercial et l'efficacité commerciale de nos produits. Il y a un exemple, il a été cité il y a un instant, qui nous vient immédiatement à l'idée, c'est que si effectivement, via un QR code, je peux éviter de traduire en 24 langues dans l'Union européenne, mais on exporte dans 200 pays, donc on imagine vite la dimension que ça prend, avec en plus des règles qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre, on imagine la portée que peut avoir un dispositif de ce type qui, en fonction du pays où on va scanner, va faire remonter certaines informations et en utilisant le même support dans un autre produit, on va faire remonter d'autres informations. Donc, conforter ce standard et le développer internationalement, on commence déjà à parler de la dématérialisation au niveau de l'OIV, c'est vraiment un enjeu de compétitivité. Donc on ne fait pas que se conformer à une exigence réglementaire rébarbative par nature aujourd'hui, on se projette dans le commerce de demain. Et puis, le troisième volet, c'est que, bien évidemment, il faut ouvrir nos chakras et regarder plus loin que l'étiquetage nutritionnel et des ingrédients. On a bien vu que, alors on a tous en tête la communication autour du produit vin, mais au-delà de ça, nos amis italiens ont déjà fait la démonstration qu'on est capable d'ajouter d'autres couches d'informations derrière le QR code avec de l'information environnementale. Je ne vais pas griller la politesse à nos amis de GS1, mais on voit aussi que dans le QR code, on peut porter d'autres informations, d'autres échanges d'informations que ceux qui sont strictement destinés à informer le consommateur. Et demain, on va pouvoir faire encore d'autres éléments d'information. Et puis, soyons fous, il y a d'autres secteurs ici qui nous regardent, oserais-je dire, avec envie, parce qu'effectivement, le vin est le premier à passer dans ce système de la dématérialisation, mais on sait qu'il y a d'autres secteurs qui seraient très intéressés à profiter de cette opportunité, à capitaliser sur ce premier pas fait par la filière vin pour emboîter cette démarche et également proposer sur leurs produits des systèmes d'interrogation et d'information du consommateur. Information qui plus est peut être par la dématérialisation beaucoup plus large et beaucoup plus vaste et, pardonnez-moi, plus intelligente que celle qu'on réduit à une mention parfois, comment dirais-je, difficilement appréhendable par le consommateur. Donc il y a un vrai enjeu global autour de cette dématérialisation. Donc je vais arriver à la fin, rassure-toi Barbara. Encore une fois, il y a ce côté brûlant de comment on le met en place tout de suite, puisqu'on parle beaucoup du QR code, de la Quick Response Code. Il est clair que depuis 2 ans, Quick Response n'était peut-être pas le facteur majeur qui animait la commission, mais à un moment donné, il faut absolument qu'on rentre dans ce dispositif. On a cette contrainte immédiate, tout n'est pas parfait, mais il faut y aller. Parce que si on n'y va pas, le reste sera bien pire.
Et en revanche, on a l'opportunité ici de se saisir d'un outil, d'une faculté qui peut nous projeter de manière extrêmement efficace dans le futur. Et je rappelle qu'en France, un tiers de nos bouteilles, 50% de la valeur, mais un tiers de nos bouteilles sont commercialisées à l'étranger et que dans le monde, 4 bouteilles sur 10 franchissent une frontière. Donc il y a un vrai enjeu collectif derrière ça. Encore une fois, c'est compliqué, mais ça vaut la peine. Merci. Merci beaucoup Nicolas et merci à vous tous pour ces échanges et ces réflexions et surtout la profondeur de ces réflexions. Nous avons compris c'est quoi l'enjeu qui est porté par la filière vin. Et donc là, il faut se mettre en œuvre, il ne faut pas attendre. Donc chez G100, on continuera à parler de qu'est-ce qu'on fait pour aider tous les opérateurs à se conformer à la réglementation. On travaille tous ensemble parce qu'on l'a dit au début, on est un lieu neutre de collaboration et vraiment c'est l'âme de G100 France de partager pour comprendre mieux et se mettre en marche pour afficher toutes ces informations réglementaires. Je pense que c'est le moment d'une pause café. Donc, j'ai dit, on prendra si en ligne, vous avez des questions, envoyez-nous. On va faire un fichier et on va essayer de répondre. Vous avez du café, vous avez la possibilité de visiter les stands avec notre G100 partenaire. Donc, on a Equadis, Vanco, Dama Bouteille, vous les voyez tous là. Markham Image, Scantrast. Et pour ceux qui sont en distance, on va vous partager des vidéos.